Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash. Alors, on a une émission qui est très nouvelle d'une certaine manière. Nous avons 3 hommes qui ne sont jamais venus et le retour de Patrick Ivard. Allez, je les présente. Rodolphe Carr, bonjour. Bonjour. En 2 mots, vous êtes qui, Rodolphe? Alors, journaliste pour la revue Éléments, Front Populaire et Omerta. Et je travaille aussi aux éditions de la Nouvelle Librairie. Et à côté, je suis journaliste et auteur de différents livres, dont le dernier sur Louis Sarkozy. Ok, et vous avez également un passé de menuisier, vous avez fait autre chose? Oui, exactement. Avant de monter à Paris, comme on dit, j'ai été menuisier charpentier en Haute-Savoie, la région dont je suis originaire, enfin plutôt le département. J'ai aussi une entreprise de déménagement et de nettoyage. Et après, je suis donc monté à Paris pour essayer de faire mon trou, comme on dit, dans le milieu littéraire politique. Excellent, bienvenue à bord. Merci. Samuel Lafont, on vous connaît parce que vous êtes venu une fois ou deux? 2 fois exactement, il y a quelques années. Donc, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs et aux spectateurs de TV Liberté. Oui. Moi, je suis fondateur du média Damoclès, qui est le premier média de mobilisation en France. Et également, je suis porte-parole de Reconquête, où je m'occupe, dans le parti d'Éric Zemmour et dans Sarac Info, de la com, du numérique et des levées de fonds. Ok, bienvenue à bord. Monsieur Richard Moz. Bonjour à tous les auditeurs de TV Liberté, ça fait plaisir d'être là. Je suis Éric Richard-Mauge, je suis ancien conseiller régional des Hauts-de-France et je suis engagé au parti Les Patriotes avec Florian Philippot pour le Frexit. Très bien. Merci. Patrick Ivard. Bon, vous êtes un ancien policier. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur vous? Que je suis le boomer de service, puisque j'ai 65 ans et puis je les vois tout jeunes, ils pourraient être mes gosses. C'est vraiment, absolument. Ils ont tous 30 ans. Oui, quelques-uns, moi c'est un peu plus que ça, mais bon, c'est un état d'esprit, la jeunesse, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Gérald MacArthur qui disait ça, je crois. Parfait. Alors, je suis ancien commissaire divisionnaire de police judiciaire à Paris. Alors moi je suis toujours conseiller régional d'Île-de-France depuis pas longtemps et depuis pas longtemps non plus je suis en train de me faire virer du Rassemblement National. Bon, c'est comme ça, c'est triste, mais bon, voilà. Parfait. Et vous êtes un boomer. Ça, c'est presque de la provocation de nos jours. Un petit peu, oui. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, je suis traité de boomer, voire de sale boomer. Je ne sais pas ce que c'est qu'un boomer. J'ai eu l'impression, moi, de travailler... C'est terrible, la stigmatisation. Oui, c'est ça, oui. Je me sens un petit peu rejeté. Ça me fait quelque chose, quoi. Tout ça à cause de Bayrou. À cause de... Non, pas que Bayrou, à cause des jeunes... oui, c'est ça. Les trentenaires ici... à cause des trentenaires... Pointe le doigt sur les boomers. Qui ont l'impression qu'on a passé notre temps à ne rien faire. À dilapider la planète. C'est ça, et qu'on passe actuellement notre temps en croisière et cure thermale, ce qui n'est pas vrai. Bien sûr, nous témoignons, vous et moi, du fait que nous passons notre vie en cure thermale. Ok, allez, nous avons 2 sujets. Nous enregistrons l'émission le lendemain du fameux mercredi de Bloquons tout. Donc nous allons parler de ça, d'un relatif échec. Et deuxième sujet, ce sera la chute de Bayrou, le Cornu qui arrive tout de suite derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va tout droit vers une nouvelle dissolution? Est-ce que, comme beaucoup pensent, il faut que Macron s'en aille? C'est tout ça qu'on évoquera dans quelques secondes. À tout de suite. Alors, le premier sujet, c'est bloquons tout. J'aurais presque envie de dire, mais je vais être très mauvais, mais bloquons pas grand-chose. On a vu que c'était pas idéal comme impact. On a vu que malgré une forte mobilisation sur les réseaux sociaux, une forte présence médiatique, une plus grande présence encore policière, il s'est pas passé grand-chose. Par rapport, la jauge, c'est les gilets jaunes en fait, et par rapport à la première manifestation des gilets jaunes, on est très très au-dessous. Et donc finalement, les syndicats qui ont pris la parole tout de suite après disent rendez-vous le 18 septembre. Donc chacun acte l'échec relatif du mouvement. Pour autant, on va se poser la question de savoir si oui ou non c'est un véritable échec ou si c'est le début de quelque chose. Parce que souvenez-vous du premier jour des Gilets jaunes, je pense qu'il n'y aurait personne qui aurait mis un billet sur le succès de ce mouvement. Messieurs, qu'est-ce qui commence déjà? On s'est distribué, c'est Samuel. Ouais. Samuel. Vous parlez d'échec de ce mouvement. Je pense qu'effectivement, en termes de mobilisation, c'est plutôt un échec, mais
ce qui compte le plus, c'est qu'est-ce que ça dit de l'état d'esprit aujourd'hui en France. Comment ce mouvement s'est créé ? À la base, ce sont des Français qui disent « nous payons trop, c'est Nicolas qui paie, on en a marre de se faire matraquer d'impôts, c'est insupportable. En plus, le niveau de la dépense publique est trop élevé, mais nous, on le voit dans les services concrètement. Par exemple, la santé, on sera, en tout cas, il est annoncé qu'on devrait être de moins en moins remboursé. Bref, le compte n'y est pas. On paie de plus en plus et tout se dégrade, y compris évidemment le niveau de sécurité. Ça, c'est l'idée de base. Et ensuite, finalement... D'ailleurs, d'un mouvement plutôt né à droite. Plutôt à droite et plutôt anti-impôt. Certains diraient soit libéral, soit poujadiste, en tout cas anti-étatisme, et on en a marre. Et là, on pouvait penser qu'il y aurait justement un renouveau du mouvement des Gilets jaunes. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque rapidement, on a vu qu'il n'y avait pas d'étincelle particulière, comme il y avait eu avec la taxe sur les carburants, comme il y avait, qui a mobilisé massivement les Français. Il a manqué un petit peu de l'étincelle dont vous parlez pour que ça démarre. Et puis, il y a eu un rendez-vous. Au début, c'était simplement une date qui a été donnée, sans savoir trop quoi faire. Et de suite, l'extrême gauche qui avait raté le coche au début des Gilets jaunes, qui n'avait pas compris, parce que finalement ils écoutent très peu les Français, qui n'avait pas compris ce qui se passait pour la plupart des Français, a voulu récupérer le mouvement. Donc qu'est-ce qu'on a vu concrètement hier ? On voit des militants d'extrême gauche cassés, brûlés. Évidemment, ce seront encore les honnêtes Français, honnêtes citoyens qui vont payer. Et à mon avis, ce pseudo-mouvement est mort dans l'œuf. Et le pire, c'est pour les Français c'est ça qui est fourbe. C'est qu'il y a vraiment un problème en France. Il y a vraiment trop d'impôts, l'insécurité qui explose partout. On voit les Français qui déplorent la baisse de qualité dans le domaine de la santé. Juste un exemple. Vous savez, quand Bayrou a annoncé qu'il y aurait, donc l'ancien Premier ministre François Bayrou, qu'il y aurait 2 jours fériés qui sauteraient. Évidemment, la plupart des Français étaient offusqués. Un sondage est sorti juste après. Et dans ce sondage, vous avez 73% des Français qui étaient contre ces 2 jours fériés supprimés, mais 74%, un point, vous allez me dire c'est dans la marge d'erreur, mais 74% qui étaient encore plus choqués par le fait que les soins de santé seraient moins remboursés, alors que vous avez évidemment l'aide médicale d'État qui continue pour les clandestins, etc. Et donc, vous avez une juste colère dans le pays, mais elle n'est pas du tout représentée par le cirque qu'on a vu hier de militants d'extrême gauche professionnels. Ok. Rodolphe Carte, moi, il y a quand même une chose qui m'a frappé, un petit peu perturbé aussi, c'est une forme d'alliance des extrêmes. Parce que finalement, on va le dire, alors, je sais que les mots blessent, mais il y a l'extrême gauche et l'extrême droite qui, en fait, sont sur des positions assez similaires. Et cette fameuse alliance, qui est annoncée depuis longtemps et qui ne se concrétisait pas, là, cette fois-ci, elle a une forme de matérialisation. Vous êtes là-dessus aussi pour le coup, j'aimerais vous opposer la note de la Fondation Jean Jaurès. C'est une très belle note qui a justement essayé de faire la sociologie de ce mouvement Bloc-Tout. Très juste. Ce qu'il faut rappeler, c'est que ce mouvement Bloc-Tout n'a rien à voir avec le mouvement des Gilets jaunes dans sa représentation. Pourtant, moi, pour tout vous avouer, je suis un peu ambivalent vis-à-vis de ce soulèvement parce qu'on voit, pour moi, vraiment, ce mouvement de contestation, il nous vient de loin. C'est depuis Maastricht 92. C'est le vote de 2005 au traité constitutionnel européen. C'est les gilets jaunes, les bonnets rouges, c'est même la réforme des retraites, le soulèvement aussi des agriculteurs. On passe un peu trop sous silence alors que c'est vraiment quelque chose d'intéressant et on voit qu'il y a toute cette continuité et même la réforme des retraites. Mais aujourd'hui, ce qu'on s'est rendu compte avec la note de la Fondation Jean Jaurès, c'est que... La Fondation Jean Jaurès, elle est plutôt à gauche. Oui, c'est printemps républicain, on va dire. Oui, elle est proche du Parti socialiste. Voilà, exactement. Et en fait, on s'est rendu compte que les grands absents de ce mouvement Bloc-Tout, c'était les ouvriers, les artisans, les petits commerçants et les agriculteurs. Donc, ce qui avait constitué le noyau, j'ai envie de dire, vital des Gilets jaunes, même si... Comment dire, on avait affaire plutôt à un mouvement urbain. Exactement. Et diplômé aussi. Et même, là aussi, c'est encore plus intéressant... 68% des personnes qui ont été sondées par la Fondation Jean Jaurès ont voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour des élections présidentielles. Et au second tour des élections présidentielles, vous avez 24% des personnes qui ont dit qu'ils faisaient ce mouvement, qui ont voté pour Macron et seulement 8% pour Marine Le Pen. Donc voilà, ça relativise peut-être un peu votre convergence des deux extrêmes, comme vous avez pu le dire. Mais donc oui, c'est un mouvement qui est évidemment décevant, parce que moi, peut-être que ça me différencie avec une partie de la droite, mais je suis plutôt sur un logiciel populiste, national populiste, plutôt de droite, plutôt que pour une union des droites, même si bien évidemment il y a des convergences à faire. Mais à mon avis, oui, c'est encore un rendez-vous manqué. Encore une fois, la gauche a, pardonnez-moi l'expression, salopé un mouvement légitime. Vraiment, comme tu l'as très bien dit, Samuel disait, en fait, la gauche voulait pas louper ce train-là.
C'est tout. Elle voulait être dedans, et en entrant dedans, finalement, elle l'a sans doute freiné, voire fait se déliter. Et ça nous indique aussi quelque chose. Le populisme des années à venir, bien évidemment, il faut qu'il soit social, mais il faut aussi qu'il soit identitaire. On le voit partout en Occident que ça commence à bouger à ce niveau-là. Et aujourd'hui, on voit qu'une partie de la gauche essaye de se ramener à ce populisme en essayant de le draguer de manière un peu caricaturale. Dans un mois, pardonnez-moi de faire un peu mon autopromotion, je vais sortir un livre sur une biographie intellectuelle sur Jean-Luc Mélenchon. Et je me suis intéressé à son tournant parce qu'il essaye de revenir dans une logique populiste, vous savez, un peu comme en 2017. Sauf que cette logique populiste, elle est complètement truquée, si je puis dire, parce que derrière, c'est le nouveau peuple qui arrive. C'est absolument plus sur le logiciel du peuple historique français, travailleur, blanc, de souche. Donc on voit qu'il y a une tentative de la gauche de récupérer ces mouvements insurrectionnels. Et là où, à mon avis, ils sont intéressants, c'est que la gauche a pensé et sait qu'aujourd'hui, on ne fait plus un mouvement social en bloquant une usine. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une nébuleuse. Et comme Samuel l'a très bien dit, on a une dépolitisation de la population française. Donc il faut essayer de les accrocher par les émotions. Ça, on va en parler de la dépolitisation, du manque d'intérêt complet, et c'est sans doute une des explications pour l'insuccès relatif de ce mouvement. Patrick Ivard, je vous ai vu lever le doigt et être impatient. Alors, pas d'accord avec Samuel. Pas d'accord avec Samuel, parce que Nicolas, il est très fort sur les réseaux sociaux, mais dans la rue, Nicolas, il n'est pas là. C'est-à-dire que Nicolas, plutôt de droite, libéral, je paye trop d'impôts, tout ça. Bon, moi aussi, moi je suis plutôt le père de Nicolas, mais je paye aussi beaucoup d'impôts, mine de rien. On n'est pas, j'allais dire, les gens plutôt dits de droite, ils n'ont pas dans leur ADN la manifestation, la contestation dans la rue, c'est pas trop leur truc, c'est plutôt la gauche. Je voudrais faire plutôt une analyse sur cette journée Bloquons tout. Analyse politico-policière. OK. À savoir que hier, qu'est-ce qu'on a vu Bloquons tout. On a vu 80 000 policiers avaient annoncé le ministre. Quasiment plus que de manifestants. C'est vrai. C'est quoi? C'est-à-dire qu'on a vu quoi? On a vu l'extrême gauche dans la rue. On a vu l'extrême gauche manifester et vouloir essayer de prendre la Bastille, quoi, de faire le 14 juillet 1789, parce que dans les urnes, ça marche pas, mais peut-être que dans la rue, ils vont réussir à avoir le pouvoir. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Non, mais c'est ce que disait Rodolphe. Rodolphe disait qu'il n'y avait pas les ouvriers, il n'y avait pas les paysans, mais je vais plus il n'y avait pas les professions libérales, les artisans. Commerçants. Parce que la gauche est organisée pour réussir les manifs aussi. Franck, je vais plus loin. C'est-à-dire que hier, on a vu l'extrême gauche dans la rue, mais on n'a pas vu deux acteurs qui me semblent importants. À savoir, on n'a pas vu effectivement les ouvriers des Gilets jaunes. On les a pas vus du tout. Pourtant, la CGT était à la manœuvre. Oui, mais la CGT, c'est la CGT, c'est pas les ouvriers, c'est autre chose. Moi, je fais la distinction. Les gens se reconnaissent plus vraiment dans les syndicats institutionnels. Donc, on n'a pas vu cette masse populaire, j'allais dire, ouvrière qui a manifesté pour les Gilets jaunes, on les a pas vus. C'est un mercredi. Pas là. Et ceux qu'on n'a pas vus, et ça je parle en tant qu'ancien policier, ceux qu'on n'a pas vus, c'est les petits gars des banlieues. C'est-à-dire que les casseurs des cités qui viennent faire leurs courses dans les magasins à Paris pour profiter des manifs, ceux-là, on les a pas vus. Il y a eu ceux qui ont fait très peur à la fin du mouvement des Gilets jaunes, ceux qu'on a vus après certains matchs de foot. Ils n'ont aucune idée politique, ce sont des pillards. Ceux-là, ils n'étaient pas là. Ceux-là n'étaient pas là. Pourquoi ils n'étaient pas là, à votre avis, Patrick? Parce qu'ils ne sont pas concernés. C'est-à-dire qu'ils nous regardent en tant que spectateurs. Oui. Mais les histoires de qui paye ils ne payent pas d'impôts, ces gens-là, ils ne payent pas d'impôts, ils vivent de subventions, ils sont spectateurs de notre société. Donc la violence qui a eu lieu, c'était juste des Black Blocs, c'est ça? Alors, oui, c'est la violence Black Blocs qui a deux objectifs. Oui. Casser du flic, parce qu'ils haïssent les flics. Ils les haïssent. Ouais. Donc, tout le monde déteste la police, ça a été entendu dans plein d'autres manifestations. C'est leur slogan, c'est leur mot d'ordre. Ils haïssent les policiers, donc ils veulent peut-être les tuer. S'ils peuvent les tuer, ils les tuent. Si un policier est isolé dans une manif, je donne pas cher de sa peau. Et le deuxième objectif, c'est tout ce qui est banque, tout ce qui est symbole du capitalisme, qui représente l'assurance, tout ce qui représente le capitalisme, qui se font attaquer, qui se font casser. Mais finalement, les magasins, les grandes enseignes qui sont traditionnellement pillés par les pillards de banlieue, comme les pillards de banlieue n'étaient pas là, ces grandes enseignes qui sont barricadées, eh ben, elles ont été pas attaquées ou très peu attaquées parce que les pillards de banlieue n'étaient pas là. Ces phénomènes de pillage arrivent souvent quand la manif a été vraiment très très grande, a été
un succès populaire. Et là, il n'y avait pas eu assez de monde. Ça a fait pchit cet événement. Et Oui, parce que les pires arrivent à la fin. Ils arrivent à la ça. fin quand les policiers sont débordés, quand ça part un petit peu dans tous les sens, que les cortèges de base commencent à se disloquer en plusieurs morceaux et où là, c'est plus gérable par les policiers. Oui, mais il n'était pas là. Non, mais il était pas là. C'est-à-dire qu'ils peuvent être là puis se dire il n'y a pas assez de manifestants donc on va pas casser parce que mais- on va... S'il y avait du monde, il serait venu. L'analyse de Richard Mose est intéressante parce qu'en fait, ils sont quand même au bout du métro ou du RER. Ils sont pas Donc, venus. ça peut aller assez vite. En fait, en une demi-heure, 1 heure, on est au cœur de Paris quand on habite en périphérie. En général, ces casseurs n'attendent pas de regarder la télévision pour savoir comment ça se passe pour venir. Ils viennent. Là, on les a pas vus ou très peu vus. Autrement dit, ils se sentent pas concernés par nos problèmes économiques et sociaux. Pas forcément. Éric Richard Mose. Mais il y a aussi, par exemple, des réseaux comme Snapchat qui, assurément, lorsqu'on peut voir une poubelle en feu sur les Champs-Élysées ou quoi que ce soit, là, on peut être certain qu'un certain nombre de personnes, casseurs de banlieue ou aussi bien insérés de centre-ville, ont envie d'aller casser des choses et prennent ça comme prétexte. Mais là, vraiment, le succès populaire n'était pas là. C'est un énorme gâchis, d'ailleurs, parce que les Français en ont absolument marre d'Emmanuel Macron, les Français en ont marre de tout ce qui est fait. Ce gouvernement passé et à venir sont minoritaires. La colère populaire en France est hyper légitime. Et là, c'est un énorme gâchis parce qu'on s'est plaint du fait que la gauche et l'extrême gauche avaient gâché, salopé ce mouvement. C'est vrai, c'est un énorme gâchis, mais ils ont salopé ou sali ce mouvement parce qu'ils sont organisés. Il y a des streamers, il y a des organisations syndicales, il y a des influenceurs qui leur a permis de dégoûter les bonnes gens, un certain nombre de personnes de venir. Et ça, c'est ce qui a transformé un mouvement qui aurait pu ressembler aux Gilets jaunes en un mouvement qui, avec des gens avec des drapeaux français qui se font emmerder, insulter, l'agression de Philippe Némésis. Ça Oui, bien m'a- sûr. Oui. Ça m'a échappé, ça. Ok. Il y a une chose qui me frappe néanmoins, c'est que la gauche s'est mobilisée assez tard en fait sur cette histoire. Hein. Il y a eu l'été qui s'est passé, Ouais, il y a eu un flottement. le mouvement date en gros de juin-juillet. La mayonnaise a commencé à prendre et la gauche a vraiment commencé à s'intéresser à la chose fin août. Ouais. C'est-à-dire il n'y a pas très longtemps du tout. Et pour autant, la mobilisation populaire du début de l'été a été, je ne sais pas si en fait elle a été éteinte, salopée comme vous disiez par l'extrême gauche. Pour répondre à Je crois Patrick, que juste l'extrême gauche s'est mobilisée. Elle a peut-être même ajouté un petit peu de participants à la rue, mais un truc qui était pas bien. Elle en a retiré d'autres aussi. mais oui, c'est peut-être. ça, absolument. C'est que on a dit qu'il n'y avait pas de Nicolas Quipé dans la rue, qu'il y en avait peu. Mais justement, lorsque la date de la manifestation a été annoncée, on a su que c'était un mercredi et non un samedi, par exemple, pour mobiliser les Gilets jaunes à l'époque. Eh bien, on savait très bien qu'il y aurait peu de gens qui travaillent dur et qui ont besoin de travailler, qui ne peuvent pas poser des jours, qui seraient dans le mouvement. Donc c'était annoncé. Et d'ailleurs, la participation de l'extrême gauche, effectivement, elle repousse une partie des gens qui ont vécu ce qui se passait à la fois pour l'aspect récupération, en disant j'ai pas envie d'être récupéré par ces gens-là qui se moquent de moi et qui en ont rien à faire de moi in fine, et en même temps j'ai pas envie de tomber dans une manifestation où il y aura le bazar, où tout sera cassé, etc. Et il y a un souci d'information aussi. On parlait de racailles et de pillards qui ne sont pas venus, mais franchement, je pense qu'en dehors du milieu très politisé, tout le monde ne savait pas qu'il y avait cette mobilisation. Franchement, ce flottement, il a perduré assez longtemps. Ouais. Une fois que les réseaux de droite, disons, anti-impôts, se sont démobilisés et que le mouvement a été récupéré par quelques politiciens d'extrême gauche et les syndicats, eh bien, l'information n'était pas très claire. Et je pense que ce sera pareil pour le 18. Et aussi... Mais le 18, c'est une manif traditionnelle Oui. des syndicats et donc de la gauche qui accompagne. Oui, mais il faut du monde, parce qu'encore une fois, s'ils ont très peu de monde, ils montreront qu'il y a une déconnexion entre la CGT et les ouvriers, et qu'en fait, ils ne représentent qu'eux-mêmes, et qu'ils ne bénéficient aujourd'hui que du système institutionnel qui leur permet de faire croire qu'ils pèsent quelque chose. Mais démocratiquement, ils représentent peu Mais de est-ce choses. qu'il n'y a pas eu aussi, tout simplement, le fait que ceux qui venaient de la droite, s'ils allaient manifester, se disaient « mais je vais être assimilé à la gauche », et ceux de la gauche qui allaient manifester se disaient « mais en manifestant, je serai assimilé à la droite ». Autrement dit, chacun a un peu neutralisé l'autre en ne voulant pas apparaître comme Mais non, mais la partie d'en face. ça aurait pu être des parcours différents, chacun aurait pu manifester dans son coin, mais Mais ça, il faut s'organiser pour faire ça. C'est absolument, c'est il faut les s'organiser. gros bras de la CGT, de la CFDT. ça, c'est la gauche. Oui, ou les grands, Mais ou les grands partis qui organisent les... La droite, entre guillemets, on les a vus manifester, ça fait quoi? Ça fait plus de 10 ans, c'est-à-dire c'est Ouais. la manif pour tous, c'est des trucs comme Les ça. manifs anti-Covid, il y avait beaucoup de gens de droite aussi.
Manif anti-Covid, alors c'est spécial parce que c'est les manifs Philippot. Mais il n'y avait pas, avec énormément de monde. Des patriotes avec un service d'ordre qui est organisé, ça se passe bien. Mais dans l'ADN de la droite, on manifeste pas, quoi. Il faut vraiment que ce soit que l'école privée soit en danger. Il faut vraiment qu'on se retrouve face à des histoires mariage pour tous pour que la droite manifeste. Mais pardon, mais il y a plein de gens qui partagent les valeurs, le discours du Rassemblement national, qui d'une certaine manière s'identifient plus à la droite, on va dire à la droite de papa, celle qui a manifesté pour l'école libre, par exemple. Hein, oui, une droite. Les trentenaires là n'étaient j'étais né, j'y étais. Oui, moi aussi j'y étais. Mais globalement, il y a plein de gens, et de ceux dont vous parliez, hein, on va dire toutes les classes populaires ou les classes moyennes en bas de la classe moyenne, eux, s'ils votent au RN, il n'est pas certain que l'étiquette à droite leur conviennent complètement. Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose de ça qui fait que votre analyse n'est pas juste, pardon. Le fait qu'à droite, on ne manifeste pas, je pense que ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont pas venus. Qu'est-ce que la droite Est-ce que tous les gens qui votent Rassemblement National se reconnaissent comme étant de droite? Le problème, c'est qu'on vit avec des critères qui, à mon avis, sont peut-être un petit peu obsolètes, la gauche et la droite. Je veux dire, la gauche et la droite, quand on voit le gouvernement Bayrou, c'était quoi? C'était la gauche, c'était la droite, c'était quoi? Quand on voit Retailleau qui est dans un gouvernement Bayrou modèle... Retailleau, c'est plus clair de le définir. Ah ben non, c'est pas clair du tout. Je veux dire, quand on a un Retailleau qui roule des mécaniques... Il n'est pas assez à droite pour vous, mais... Non, c'est pas qu'il est à droite ou à gauche. Moi, je m'y reconnais pas, moi, dans cette gauche et cette droite qui nous gouvernent depuis 50 ans et qui nous mettent dans le mur depuis 50 ans, puis ils nous disent, je suis de droite, mais si t'es de droite, on n'en serait pas là, quoi. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. On fait un dernier petit tour de table, ça va être très rapide parce qu'on a déjà dépassé le temps. Éric Richard-Mose, je vous remercie parce que c'est votre première fois et vous êtes particulièrement discret, discipliné. C'est bien, vous reviendrez. Je ne sais pas si c'est un compliment, ça, mais... Non, mais pour l'instant, ça va, oui. En tout cas, au-delà de la droite et de la gauche, je pense que ce qu'on peut voir, c'est que le fait d'embêter des gens simplement parce qu'ils ont un drapeau français, le drapeau français, c'est très au-delà de la droite et de la gauche. Ouais. Il y a énormément de Français qui ne se reconnaissent pas dans une identité de droite ou de gauche. Ça représente énormément de personnes. Et le fait de voir des gens juste avec un petit drapeau français qui se font emmerder, qui se font insulter et qui se disent que s'ils restent, ils vont se faire agresser, etc. Ça, bien au-delà de la droite, des gens sont scandalisés par ça et se disent je ne vais pas aller dans ce mouvement. Et c'est dommage parce que les Français veulent faire dégager Macron majoritairement, veulent une dissolution, veulent qu'on revienne aux urnes. C'est par là qu'on aura une solution. Ouais. Et la présence du drapeau, je fais une petite incise, mais la présence du drapeau français, je la vois de plus en plus, moi. Alors, vous savez, c'est un petit peu le phénomène, j'achète une 2 chevaux verte, je ne vois plus que des 2 chevaux vertes, alors qu'en réalité, il n'y en a pas beaucoup. Mais j'ai quand même le sentiment que tous les petits villages que je traverse pour aller chez moi, il y a de plus en plus de drapeaux présents. Et on est en dehors d'un grand événement de foot ou les Jeux Olympiques. Il y a un mouvement qui a commencé en Angleterre avec... au Royaume-Uni avec Raise the Colours, et en France ça a été repris, on l'a notamment beaucoup poussé, et d'autres acteurs, mais on l'a beaucoup poussé avec Éric Zemmour, avec Hisse ton drapeau, avec Opération Tricolore, et des gens mettent le drapeau tricolore. Au-delà de cette agression, il y a eu ces agressions de personnes qui avaient le drapeau, vous avez aussi une porte-parole du collectif Némésis, Anaïs, qui a été tirée par les cheveux par derrière, qui aurait pu vraiment se briser la nuque. Alors, Heureusement, elle va bien. Moi, j'ai conseillé qu'elle aille évidemment à l'hôpital et qu'elle fasse surveiller parce qu'elle aurait pu finir même handicapée. Donc, il y a énormément de violence. J'ai envie de dire, on parlait de dépolitisation. Le grand tabou français. Alors, on sait qu'il y a la droite et la gauche et ça a été théorisé depuis longtemps. François Gogol, il parlait de l'ordre et du mouvement. Et puis, il y a plus d'une droite en plus. Voilà, et puis, il y a différents aspects, etc. On pourra en parler pendant 1000 ans. Ce qui est certain aussi, c'est que ce dont on parle peu en politique, c'est que la plupart des gens ne sont pas très passionnés par la politique. Ils veulent des résultats d'abord. Toutes les analyses sociologiques montrent que la partie de la population dont nous faisons partie, à mon avis, qui est très politisée, c'est entre 15 et 16%. Et c'est systématique. Et tout le reste, donc environ 85%, veulent d'abord des résultats politiques. Et c'est ce qui manque. Et pour moi, c'est le gros mot aujourd'hui en politique. Quand on voit ce qui se passe en termes d'insécurité, quand on voit ce qui se passe en termes de pouvoir d'achat, je vous parlais de la santé. Le logement, ça devient de plus en plus dur de se loger dans de nombreux endroits de France où c'est extrêmement compliqué à la fois pour les locataires honnêtes auxquels on demande énormément de garanties et à la fois pour les propriétaires qui ont peur d'être squattés. Bref, vous avez énormément de sujets qui montent et comme le politique actuel semble incapable
d'obtenir des résultats et qui demeure dans la théorie politique systématique, eh bien on a une grande déconnexion qui se fait entre le peuple qui dit bon ben là il y a un problème, pourquoi vous le réglez pas, et vous avez des politiques qui passent leur temps à blablater et n'apporter aucune solution. Le réel de la vie politique, malheureusement, n'incite pas les gens à s'intéresser, puisqu'ils ont voté Sarkozy pour avoir le Karcher, ils n'ont rien eu. Ils ont voté Hollande pour avoir comme ennemi la finance. Ils ont eu une politique très très pro-patron. Mais même ceux qui votent dans l'opposition, ils ont voté, ceux qui ont voté RN, c'était contre Macron, et là, ils ne s'opposent pas suffisamment. Les gens sont désabusés parce que, quelle que soit la personne pour qui ils votent, en grande majorité, ils sont déçus. Écoutez, Patrick, on va basculer sur le deuxième sujet parce que vous êtes une transition idéale sur le deuxième sujet. Donc le deuxième sujet, j'embraye immédiatement sur le nouveau Premier ministre et on va voir si cet homme-là, dans le contexte d'une France qui s'est démobilisée, est capable de faire embrayer quelque chose, ou est-ce qu'on va du même vers le même en un petit peu moins bien? On va évidemment du même vers le même en un petit peu moins bien. Ouais. J'ai bien cassé. On laisse la coupure se faire et on se retrouve pour le deuxième sujet que je vais lancer tout de suite. Bonjour, sujet numéro 2, le nouveau Premier ministre. Alors pour une fois, Macron, maître des horloges, a appuyé sur le bouton start très très vite, puisque du jour au lendemain, enfin c'est le même jour d'ailleurs, non? Ou c'est juste le 24 le lendemain, c'est le lendemain. Démission de Bayrou, enfin surtout vote de confiance totalement raté, pari extrêmement foireux de l'ancien Premier ministre, et celui qu'en fait était dans les starting blocks depuis bien longtemps, donc le Cornu, le ministre des Armées, hein, c'est comme ça qu'on dit, devient Premier ministre. Déjà, c'est quelque chose d'assez inouï. Est-ce que d'ailleurs la précipitation de Macron fait qu'en réalité, il avait déjà anticipé depuis très longtemps l'échec de Bayrou, ou est-ce qu'en fait le Cornu était prêt depuis des mois, et il a déjà son équipe de constituer, et c'est pour ça que ça déroule si vite. Globalement, on a donc un Premier ministre qui annonce la rupture. Y croyez-vous, messieurs ? Personne n'y croit. C'est un macroniste de la première heure, oui, qui a été ministre des Outre-mer, de l'écologie. Enfin, il a été à l'écologie des collectivités territoriales. Il est avec Macron depuis le début. Il est là depuis le début. Donc, comment est-ce que ça peut changer, sachant que l'état des lieux des sièges à l'Assemblée nationale, elle, n'a pas changé. On a quelque chose qui est extrêmement instable. Il va essayer de bricoler des trucs, peut-être avec quelques socialistes, avec les républicains et ainsi de suite. Mais l'Assemblée nationale, actuellement, ne peut pas avoir de majorité stable et claire. Donc là, on reste dans du gloubi-boulga macroniste, qui toujours tape sur le peuple, tape sur les Français qui en ont marre. Il faut revenir aux urnes pour avoir une assemblée parlementaire plus claire. Autrement dit, vous me dites, la vraie solution de Macron, qui dégage, maintenant qu'il a la main, alors c'est quoi? C'est des vraies élections législatives ou une élection présidentielle que vous appelez de vos voeux? Ah bah, les deux. Il faut une dissolution, il faut que Macron parte. La majorité des Français sont pour une dissolution de l'Assemblée nationale. Clairement, Macron, il n'a jamais eu une cote aussi basse. Oui. Maintenant, on est largement dans les 70% de gens qui disent « va-t'en ». Oui. En même temps, rien ne l'oblige, alors que la dissolution, c'est ce qu'il a en main. Est-ce que la dissolution, avec ce que vous venez de dire, est une arme qui va fonctionner, ou est-ce qu'on arrive sur, sans doute, un petit peu plus de RN, un petit peu moins du bloc central, mais globalement, est-ce que les grands équilibres vont être bouleversés? Honnêtement, c'est pas dit, parce que... Pourquoi nous pas dit le résultat que j'annonce, c'est moyen. On ne connaît pas le résultat à l'avance habituellement, mais en plus, il sera question de la mobilisation, puisque ça dépend pas seulement des équilibres politiques sondés, mais aussi qui va se mobiliser pour une élection. Pourquoi nous, chez Reconquête, on demande la démission d'Emmanuel Macron? Il y en a d'ailleurs lancé une pétition sur démission-macron.fr. J'invite tout le monde à la signer, parce qu'on est simplement logique. On se rend compte qu'Emmanuel Macron, il avait la possibilité de rendre la parole au peuple. Lorsqu'il a fait sa dissolution en 2024, on sait très bien que ce n'est pas pour rendre la parole au peuple. Il a fait simplement parce qu'il n'était pas content de voir les résultats des européennes. Donc il n'a pas véritablement rendu la parole au peuple, contrairement à ce que disent les porte-paroles macronistes. Il a la possibilité de faire des référendums.
Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait de référendum? Il aurait pu en faire beaucoup comme les premiers présidents de la 5e République l'ont fait. Évidemment, il ne veut pas le faire. Il aurait pu également, une fois qu'il a constaté qu'il y avait une tripartition à l'Assemblée nationale qui ne correspond pas véritablement au mode de scrutin actuel que nous avons qui est majoritaire, il peut dire il y a un problème dans le système institutionnel et je change certains facteurs, soit sur la durée des mandats, soit sur le mode de scrutin, etc. Mais pour faire ça, il faut avoir des majorités et il faut avoir même parfois des super majorités. Référendum, mais je vais vous dire par référendum, si on parle juste de mode de scrutin, la Nouvelle-Zélande, elle change de mode de scrutin. Elle avait le même mode de scrutin que le scrutin anglais que l'Angleterre a encore aujourd'hui. Jusqu'en 96. En 96, ils ont changé de scrutin. Ils ont utilisé un scrutin mixte, donc un scrutin comme le fait l'Allemagne, entre majoritaire et proportionnel. Ce que je veux dire, c'est qu'Emmanuel Macron, si on suit la logique, il veut pas rendre la parole au peuple. Il pouvait faire des référendums. Il n'a pas organisé de référendum. Il pouvait, donc notamment, soit sur l'immigration, soit thématique. Immigration, insécurité, etc. Soit sur les institutions. Il ne le fait pas. Bon, les Français se rendent compte qu'en fait, il veut juste garder le pouvoir jusqu'au bout, jusqu'en 2027. Ils peuvent dire, OK, démissionnez. Je vous ai lancé sur la piste de la rupture. Mais est-ce que la vraie rupture qu'attendent les Français? Parce que sujet précédent, vous avez dit de manière à peu près unanime, les Français en fait sont dépolitisés, ils attendent des résultats. Mais est-ce que la vraie rupture, et ce serait pas ça la feuille de route de Lecornu, c'est de mettre les gens ensemble et de réussir à faire travailler un peu de la gauche, un peu de la droite, en attendant, parce qu'en fait, il reste 1 an et demi, hein. On entend ça depuis 2017. Un peu de la gauche, un peu de la droite. On appellerait ça l'UMPS, comme il y a quelques années. Ça a un petit peu de la soi-disant droite pour ça. Mais que ça vous insatisfasse, c'est une chose. Mais si c'est la demande des Français, est-ce que je peux répondre à Samuel, parce que mais c'est pas un dialogue Samuel-Patrick. Non, mais je rebondis sur ce que dit Samuel, parce que moi, il y a une chose qui m'a un peu choqué, c'est qu'il parle de Macron et il parle de logique. Ça va pas ensemble. Je suis désolé. Là, je vous suis. Ah bah voilà. C'est-à-dire que on est des gens à peu près bien élevés autour de cette table. On n'avait pas vu mon côté Black Bloc. À peu près. Okay. Maintenant, on raisonne de façon à peu près logique, j'entends. Oui. Macron, non. Macron s'estime comme étant supérieur aux autres. Il a été élu. Et il a été élu. Non, mais bien sûr, il a été élu 2 fois, bien sûr. Bien élu. Oui, mais Macron n'a pas de logique. Enfin, il n'a pas la nôtre de logique. Autrement dit, quand on essaie de trouver un comportement logique aux décisions de Macron, on ne comprend pas. Mais parce qu'il n'y a que lui qui se comprend lui-même. Peut-être sa femme aussi, je ne sais pas. Mais Macron n'a pas notre logique. Il faut bien comprendre ça. Et Macron, connaissant le personnage élu, réélu, a horreur d'une chose, c'est de faire ce qu'on attend de lui. C'est-à-dire que lui, ce qu'il veut, c'est surprendre. Ce que les Français attendent de lui. Mais nous, on est les Français, nous sommes les Français. Il a une logique pour les personnes qui... Il n'a pas de logique. Il a sa logique à lui. Il a, comme disait Brigitte Macron, il a une pensée complexe. Et dans sa pensée complexe, faire ce qu'on attend de lui, pour lui, c'est pas bon. Entre nous, le job de président de la République, quel qu'il soit, c'est un job impossible. Non, c'est faisable. C'est un job. Il y a de la politique française et beaucoup d'international. Non, il suffit de mettre quelqu'un qui tienne la route et qui soit un patriote véritablement français à la tête du pays. Ce serait déjà pas mal. Macron attend qu'il dissolve l'Assemblée nationale. Je ne suis pas certain qu'il le fasse. Oui. On lui demande de démissionner. Je pense que c'est un cynique qui va aller jusqu'au bout et qui ne démissionnera pas. Oui, mais attendez, moi j'ai regardé le calendrier. On est tous à l'avoir fait. Les prochaines élections municipales sont dans un peu plus de 6 mois. Et les prochaines présidentielles sont à peu près 1 an après. On ne sait pas bien d'ailleurs, c'est assez intéressant. On n'a toujours pas la date des élections présidentielles. C'est normal. Honnêtement, on n'a pas la date précise. C'est indiqué premier semestre 2027. Oui, ce sera ça à peu près. Mais le problème, comme vous l'avez dit à l'instant, c'est qu'on entend ça, attendez, on peut attendre, mais on attend ça depuis le début du premier mandat d'Emmanuel Macron. Sauf que pendant ce temps-là, la situation ne s'améliore pas parce qu'effectivement, là je suis d'accord avec Patrick, on peut faire le job de président, mais encore une fois, il faut savoir ce que c'est le boulot de président. Ce qui est prévu dans la Constitution de la Ve République, donc écrite par Michel Debré essentiellement et voulue par le général de Gaulle, c'est d'avoir un président au-dessus des partis, qui fait de l'international mais qui ne se mêle pas à la foule. C'est l'inverse de ce qu'a fait Macron semble être un micromanager qui en fait manage pas grand-chose. Sarkozy l'avait déjà fait. Micromanagement permanent. Micromanager toxique. Tout en étant incapable de gérer son mouvement. Parce que je fais remarquer aux macronistes quand je les crois sur les plateaux, je dis mais qu'est-ce que vous faites de votre mouvement en fait? Vous n'en avez rien fait en fait. De la vague impressionnante qui s'était levée lors de la première élection. Et du budget public qu'ils ont. Je ne sais pas si c'était du flanc. Mais ce qui est étonnant, c'est de ne pas avoir exploité ça. Mais pour terminer, il faut quand même rappeler qu'Emmanuel Macron, il a été élu 2 fois, mais il a été élu
par défaut au second tour. On va me dire c'est le jeu du scrutin majoritaire, effectivement, mais il a été au premier tour je choisis, au deuxième j'élimine. Il a été élu quand même plutôt par défaut, et ces députés qui ont été élus notamment la première fois massivement ont été élus par défaut en profitant du vote différentiel qui fait que ceux qui ont perdu se mobilisent moins. Des inconnus et des mauvais. Une vague à l'Assemblée qui ne représente pas du tout ce que veut le Samuel, peuple. par défaut, ça voudrait dire que Marine Le Pen, non. Je suis désolé, il fallait voter Marine Le Pen, quoi. Je veux dire, faut arrêter de regarder la télévision TNT. Faut plus regarder TV Liberté, bien sûr, mais il faut arrêter de regarder d'écouter les médias traditionnels, arrêter de dire qu'il a été élu par défaut. Je veux dire, dans un système démocratique, les gens ont le choix de leur avenir. Il y avait Macron, il y avait Marine Le Pen, ils ont choisi Macron. Je veux pas être méchant, mais c'est un peu tant pis pour eux, quoi. Ils votent Macron une première fois, ils revotent Macron une deuxième fois. Non, mais après, on nous parle de destitution, on nous parle de dissolution. Mais peut-être que les Français... Fallait pas voter pour lui, c'est tout. Oui, peut-être que les Français votent pour quelque chose qu'ils connaissent et qui incarne une forme... Ils connaissaient Macron. Macron était inconnu en 2007, personne ne le connaissait. Il a été élu, Macron a été élu pour du renouveau en 2007. On a vu à quel point c'était n'importe quoi. On a Bayrou, l'un des dinosaures nuls de la politique française. 2017, pardon. 2017, on a eu il a commencé avec soi-disant de la société civile, etc. Très très vite, on est revenu dans les vieilles combines, dans les pires choses de la 5e Bayrou était de la sans doute le pire pour incarner un renouveau. Hein. On est d'accord. Il semblerait qu'il ait eu le poste parce qu'il a fait du chantage. On est dans la dictature des médias. On est dans la dictature des médias mainstream. Je suis désolé, mais c'est on a bien vu avec l'affaire Thomas Legrand et comment il s'appelle Patrick Cohen. Voilà. Il y a une collusion terrible entre les médias mainstream et puis les partis politiques qui nous ont foutus dans le mur depuis 50 ans. Ouais. C'est-à-dire c'est les mêmes qui vous disent attention, il faut pas voter pour elle, attention, il faut voter pour lui parce que c'est voilà. Je suis désolé, mais éteignez votre télévision, quoi. Et rallumez vos cerveaux. Réfléchissez par vous-même. Et après, n'allez pas vous plaindre si vous avez comme président de la République quelqu'un pour qui vous avez voté. C'est tout. C'est vrai. Rodolphe. Alors moi, je vais avoir une parole un peu différente, mais moi, Macron, je le trouve tout à fait logique. Il a été mis au pouvoir pour faire ce qu'il est en train de faire. Il n'y a aucune surprise. Déjà en 2017, l'agenda de continuer vers l'agenda européiste, de toujours vendre les fleurons français industriels, de vendre nos biens publics, était déjà dans son programme. Donc il y a aucune surprise. Et j'ai même envie de dire que l'appel au peuple, en réalité, on le sait très bien que depuis les premières républiques début 19e, il y a une volonté de mettre une démocratie représentative, mais qui est une démocratie Potemkin, qui est une démocratie censitaire. Et ce qu'avait compris le général de Gaulle, en revenant sur un modèle très vertical entre un homme et un peuple, c'est que c'était mis en place pour, outrepasser les corps intermédiaires qui sont les féodalités qui ont toujours, comprimé l'esprit français. Si vous prenez par exemple les Capétiens, je remonte un petit peu dans l'histoire, les Capétiens, depuis l'an 1000, ont été constitués entre une relation très, directe entre le peuple et le roi, contre les corps intermédiaires, contre les féodaux, et c'est notre tradition française. Et on voit que la République a rejoué, ou en tout cas a rebrassé les cartes, mais comme vous savez, il faut tout changer pour que rien ne change. Et en réalité, on a fait monter des nouvelles aristocraties. Okay. Exactement, un très joli film, très beau livre aussi. Et aussi, oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on rejoue ça. Et Macron, c'est un peu, j'ai envie de dire, le clown sans le masque. C'est cette bourgeoisie de gauche et de droite, système UMPS que vous avez décrit, qui est à visage dévoilé. Et pardon, est-ce que pour être crédible, les mots que vous utilisez définissent véritablement le réel? Parce que quand vous parlez d'une France où il y aurait le suffrage censitaire, si les gens... Mais vous le voyez dans le taux d'abstention. Oui, mais c'est quand même leur choix. Avant, ils en étaient empêchés parce qu'on demandait, d'abord c'était exclusivement un suffrage masculin, et ensuite c'était selon le bon désir du dirigeant, avec des suffrages, avec des revenus qui empêchaient d'aller voter ou qui permettaient d'aller voter. Mais depuis plusieurs décennies, hommes, femmes peuvent voter, et il n'y a aucune limite dans les revenus. Mais c'est les gens qui choisissent Mais il y a une politique volontaire de démoralisation. Éric l'a très bien mentionné, Maastricht 92, on passe déjà à ça. Le vote de 2005, les politiques qui ne sont jamais exécutées, comme tu as mentionné, Samuel, même, j'ai envie de dire, le système anarcho-tyrannique, pour le décrire rapidement, le système anarcho-tyrannique, c'est être fort avec les faibles et dur avec les forts, justement. C'est donc mettre, le poids fiscal sur les actifs, le poids judiciaire sur les actifs, sur les gens qui sont les honnêtes citoyens, et laisser à côté les narcotrafiquants se développer et instaurer véritablement une insécurité. Il y a, à mon avis,
en Occident, parce qu'ils ont compris qu'il y avait une bascule aujourd'hui des populations autochtones qui ont commencé à se relever, ou en tout cas à avoir véritablement une revendication, on va dire, contestataire, de les cadenasser, de les démoraliser. Et à mon avis, c'est logique qui vise à chaque fois à faire monter l'abstention à son désiré, à son voulu, parce que qui vote à chaque fois les classes dirigeantes, les classes bourgeoises, les retraités, et que veulent ces classes? Elles veulent un statu quo, elles veulent que rien ne bouge. Alors qu'on voit une appétence justement, notamment pour la jeunesse, on a envie de foutre, excusez-moi, le système cul par-dessus tête. Je vous ai tous les quatre, lancé une pierre en vous disant, mais est-ce que la rupture, c'était pas l'entente plutôt que d'aller vers des élections législatives qui pourraient être décidées d'ici quelques semaines si le Cornu n'a pas de majorité ou s'il y a un grand mouvement qui se lève à l'Assemblée pour s'opposer à lui. Donc Macron pourrait sortir de ça par une dissolution. Mais le temps d'organiser une dissolution, il y a de fortes chances pour qu'on se retrouve à la fin de l'année. Et derrière ça, il y a les municipales. Mais les Français, ils vont pas aller voter ni aux premières, ni aux deuxièmes. Donc on se retrouve dans une France où vous dites suffrage censitaire, ça s'entend. De fait. Mais appeler à une dissolution ou à une démission amène à ce que les gens laissent tomber, en fait. Donc, de fait, c'est une sorte de suffrage censitaire ou alors c'est une très forte minorité qui vote et qui choisit pour tout le monde. Ça pose un problème. Vous savez, il y a quelques années, il y a un livre qui s'appelle « Le sens caché », justement, qui démontrait ça. C'est qu'en fait, s'il y a une démobilisation populaire, eh bien, il y a une forme de sens. Et on parlait tout à l'heure des résultats. D'accord. Des résultats d'une éventuelle dissolution, si le peuple ne se mobilise pas parce qu'il a l'impression que ça ne sert à rien, parce qu'il a l'impression qu'il n'est pas écouté, etc., eh bien, en plus, c'est que la logique, alors je parle à titre personnel, mais en plus, c'est que la logique du mode de scrutin actuel qui ne vous donne pas une représentation proportionnelle de ce que pense le peuple, vous avez l'impression que le vote est transformé encore plus depuis 2024. C'est vraiment, honnêtement, le mode de scrutin majoritaire à 2 tours, c'est une passion française. Il n'y a aucun autre pays européen qui fait ça, et les gens ont plutôt tendance à en sortir. Oui, mais on continue parce que ça a fonctionné pendant longtemps. On en voit la limite, là. Parce qu'on a l'impression que ça a fonctionné, avec une disproportion énorme. Je ne rentre pas dans les détails, mais honnêtement, on est les seuls à faire ça. Et vu d'autres pays européens... Donc vous aspirez, vous, à une forte... À titre personnel, moi je suis pour la proportionnelle. La proportionnelle intégrale ou... Je pense qu'au niveau national, ce serait mieux. Et à chaque fois qu'on vous dit que de toute manière, c'est pas possible, regardez ce qui est fait aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, c'est national. Il n'y a même pas de seuil. Il n'y a pas de seuil aux élections aux Pays-Bas. Et j'ai pas l'impression que ce soit la guerre civile permanente aux Pays-Bas. Et si on regarde socialement, les Néerlandais, ça sort d'ailleurs largement mieux que les Français. Ils ont moins de problèmes. Ils n'ont pas, en tout cas, les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Ce que je veux dire, donc, en plus de la question du sens, vous parlez de la possible rupture avec Sébastien le Cornu qui choisirait de faire des compromis. J'essaye de comprendre ce qu'il y a derrière ce mot rupture. Très concrètement, ce serait une rupture avec ce qui est pratiqué en France depuis un moment, où justement on cherche une majorité, et souvent finalement une majorité absolue, pour imposer. Peu importe la qualité des députés par ailleurs, on a vu ce qu'a fait Macron à l'époque, on sait très bien qu'il y a des personnes qui ont été élues alors que quelques années auparavant elles étaient déjà candidates, elles faisaient 10 fois moins. Moi j'ai des exemples de députés qui faisaient 4% en 2012, qui se représentent parce qu'ils ont changé d'étiquette. Ils sont devenus députés parce qu'ils ont fait 10 fois plus en score. Et donc on pourrait penser que le changement véritable, ce serait des compromis à l'Assemblée. Ce qu'il faut simplement, c'est que, c'est ce qui est schizophrénique dans le système actuel, on a la population qui s'exprime très clairement sur ses priorités et on a un cirque, un théâtre politique qui fait semblant d'être véritablement représentatif, avec Mélenchon qui fait croire qu'il représente une grande partie du peuple alors qu'en fait c'est 8-9%. Après il a du vote utile à la présidentielle. Mais c'est un peu plus que ça. Hein. Non mais il a récupéré avec le PS pour faire le NFP, il a fait un bon coup de com'. Mais en fait ils sont largement moins, ils pèsent largement moins que ce qu'ils prétendent peser. Et donc comme on sait que les Français sont majoritaires sur certains sujets, là le Premier ministre, ce qu'il devrait faire, ce que je souhaite pour les Français, je dis pas qu'il va le faire, mais ce que je souhaite pour les Français, c'est qu'ils se saisissent des sujets et qu'on ait enfin des résultats, parce qu'on va pas encore attendre 1 an et demi pour enfin changer de président et avoir quelque chose de solide. Pardon, qu'il parte, Macron. Samuel, vous êtes en train de me rejoindre. Vous êtes en train de dire, avec ce Premier ministre, essayons d'avoir des résultats, plutôt que de le mettre à l'épreuve pendant quelques semaines et de le remplacer avec de nouvelles élections. Mais moi, au quotidien, j'espère que le politique obtienne des résultats pour les Français. Malheureusement, ce qu'on voit, et c'est la logique que je décrivais tout à l'heure, c'est qu'en fait, je pense qu'il n'en aura pas. Et c'est pour ça qu'on demande la démission d'Emmanuel Macron. Alors attendez, allez-y. Macron est vraiment un énorme facteur d'instabilité en France. Il faut qu'il parte, les Français veulent qu'il parte. Et
il ne faut pas seulement juste une nouvelle Assemblée nationale. Tant qu'il ne partira pas, on sera dans l'instabilité. Et Rodolphe parlait tout à l'heure de la constitution gaulienne de la Ve République. Ça fonctionne seulement si le président a un très fort soutien populaire, a une légitimité dans les urnes. Il perd toutes les élections. Vous êtes en train de dire en gros ce qu'a dit Boris Vallaud l'autre jour. Il a dit Macron, c'est un forcené. C'est le forcené que le RAID va chercher dans une maison parce qu'il ne veut pas se rendre. Mais son parti le soutient et est caution de Macron. Ouais, Vallaud est dans la maison avec Macron. Faut pas, il est cornu lui aussi. Allez, Patrick Ivard, c'est vous qui allez avoir le mot de conclusion. Il faut aller rapidement, c'est ça? Oui. Alors, il changera, il fera rien, le cornu. Il fera rien. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, l'idée principale de Macron, du macronisme entre guillemets, c'est l'Union européenne, et l'idée principale c'est je touche pas à l'immigration, parce que là on a fait toute une émission sans parler d'immigration. Je veux dire, c'est quand même le sujet principal, quoi. C'est-à-dire que c'est pas le sujet principal dans l'esprit des Français, hein. Si, c'est le sujet principal. Faites gaffe parce que quand on veut être élu, il faut aussi aller dans le sens des je suis gens, désolé, moi non, c'est le sujet principal, toujours l'immigration. Parce que l'immigration, c'est un sujet transversal que vous retrouvez partout, vous le retrouvez dans les sujets politiques. Je vous avais demandé de faire court. Alors court, c'est l'immigration, voilà. On touchera pas à l'immigration alors que ça coûte une fortune, faut le dire Nicolas. Ça coûte une fortune l'immigration. Oui. On n'y touche pas, c'est un dogme macroniste. On ne touche pas à l'immigration alors que ça coûte une fortune. Voilà. Très bien. Allez, merci messieurs. On se retrouve dans quelques secondes pour les coups de gueule, les coups de cœur. Ça va être Rodolphe qui va s'y coller. À tout de suite. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. Allez, rebonjour, coup de gueule, coup de cœur. Rodolphe commence. C'est un coup de gueule ou un coup de cœur Je vais commencer par un coup de cœur. Ok, Rodolphe. En plus, qui est en actualité, on va dire, j'ai revu tout dernièrement le film Le Président Jean Gabin, qui date des années... Avec Jean Gabin. Avec Jean Gabin. Oui, le film est de Henri Verneuil avec Blier dans le rôle de Philippe Chalamand. Extraordinaire. Et j'ai envie de dire que ça reprend absolument le blocage dans lequel on est. On a donc ce fameux Gabin qui est un président sur le retour et qui vient asséner ses 4 vérités à l'Assemblée nationale en disant que un tel est un fondé de pouvoir d'une telle banque, l'autre de tels intérêts industriels. Et il explique cette fameuse phrase « Aujourd'hui, les partis ne sont plus que des syndicats d'intérêts, donc vendus à des intérêts étrangers ». Donc c'est intéressant de voir parce qu'on revient sur la notion à la fois sociale et d'immigration. C'est qu'aujourd'hui, on a, à mon avis, des partis politiques, des députés qui sont des fondés de pouvoir de puissances étrangères, africaines, européennes, pourquoi pas même américaines ou d'autres, ou ce genre de choses, et aussi des intérêts économiques. Et on voit qu'aujourd'hui, la politique n'est absolument pas faite dans un sens de bien commun, mais justement pour cette vente à la découpe de la France qui se fait sous différents aspects. Mais donc c'est vraiment un film que je conseille à nos auditeurs à aller revoir. Et il y a cette fameuse phrase aussi de Audiard, les patrons de gauche ne constituent pas la majorité du genre avec les poissons volants. C'est merveilleux, je suis d'accord, et je suis heureux que vous ayez nommé Audiard, parce que c'est vraiment le génie derrière ce film aussi. Exactement. Merci beaucoup Rodolphe pour votre coup de cœur et votre coup de gueule. Alors c'est quoi? Le coup de gueule, il va être plutôt global. On a eu hier l'assassinat de Kirk, donc ce conservateur, enfin cet influenceur conservateur américain. Tout jeune, à une trentaine d'années. Exactement. Je crois qu'il a à peu près notre âge ici dans la confrérie des jeunes. On a aussi l'assassinat de cette pauvre... Cher ami, je serre la main du boomer. C'était aucune attaque. Okay. On a aussi l'assassinat de cette pauvre Ukrainienne, comme vous avez dû le voir, par un noir, il faut le dire, dans le métro, il me semble. On a aussi, j'ai envie de dire, cette attaque en France des têtes de porc, justement, devant une mosquée. Et vous me direz, le lien entre toutes ces sordides affaires, c'est justement la déstabilisation de nos sociétés occidentales. On est arrivé au bout d'un système, au bout d'une démocratie libérale immigrationniste qui, justement, ne rencontre plus la... C'est osé de faire un lien entre tout ça, parce que Cœur, on ne sait pas, on n'a pas... Enfin, tous les éléments, vous avez raison. On ne sait pas qui c'est. On suppose que c'est l'extrême gauche, en tout cas. C'est ce que dit c'est ce que disent les Trumpistes. Rien ne le prouve. On va peut-être juste avoir affaire à un malade complet, voire à un plus extrémiste que Kirk. Hein. Mais disons qu'on voit vraiment les symptômes, à mon avis, de la décadence de nos sociétés occidentales, avec d'un côté une extrême gauche morale, de l'autre côté une immigration sans contrôle, et justement qui nous amène à des conflits
interethniques, il faut le dire aussi, tels qu'ils sont, et de l'autre côté, ces ingérences étrangères où on n'a absolument plus le personnel politique pour protéger le peuple. Et à mon avis, c'est vraiment comme ça un panorama assez sordide de nos sociétés occidentales à un instant T. Ok. Merci beaucoup de gueule, hein, directement dans l'actualité. Mais on reviendra sur cette histoire de Kirk si ça signifie quelque chose, hein, quand on aura réponse aux questions de qui a tiré. Sachant que je fais ma petite incise, c'était un type qui était totalement en faveur du droit aux armes et qui est péri parce qu'il le prône. Hein, c'est une particularité américaine, hein, qui est très peu présente en Europe. Je crois que c'est pas plus mal que personne n'ait un flingue ici autour. Oui, mais par exemple, en Suisse, une grande majorité de la population est armée, et ce qui n'empêche pas qu'il y ait des débordements. Enfin, en tout cas, il n'y en a pas. Il y en a très peu. Très peu. Mais on n'est pas la Suisse. C'est bien dommage parfois. Samuel, vous commencez par un coup de gueule ou un coup de cœur? Je vais commencer par mon coup de cœur. Ouais. J'ai un coup de cœur pour ces peuples qui se mobilisent un peu partout à travers le monde contre l'immigration massive. On en parlait à l'instant. Vous avez notamment en Grande-Bretagne de grands problèmes depuis des décennies, au moins équivalent à ce qu'on a en France, je pense même supérieur, pour plein de raisons, notamment institutionnelles. Une manifestation est organisée ce samedi, Éric Zemmour, donc le 13. Éric Zemmour se rend sur place pour apporter le soutien des Français à cette mobilisation. Vous avez également les Japonais qui se sont mobilisés, et notamment les jeunes Japonais, les jeunes générations qui disent non à l'immigration. Il y a un changement radical depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est que il faut savoir qu'au Japon, il y a un parti qui domine historiquement, qui est le Parti libéral-démocrate, qui a toujours été au pouvoir de centre-droit, et que les Japonais sont plutôt pas très politisés. Ils disent, bon, on fait confiance aux professionnels de la politique. Et pour la première fois, ils ont voté, quoi qu'on pense du parti en particulier, mais pour Saito, qui est un nouveau parti, qui est monté très rapidement, qui est soutenu par les jeunes, pas par les personnes âgées, qui disent, nous, on voit le danger de l'immigration dans le monde, on voit ce que ça cause ailleurs, et on ne veut pas subir les mêmes effets, quand bien même la population diminue, puisqu'on nous dit, vous savez, c'est un argument en Europe, la population diminue, donc il faut faire venir de l'immigration. Les Japonais... À la fois pour l'immigration à la fois destinée à prendre soin des vieux, mais aussi à générer des cotisations, on va dire. Eh bien, le Japon a conscience que de toute manière, sa population diminue, elle diminue énormément. Ils ont fait le choix, ils font le choix aujourd'hui de dire non à l'immigration. Ils ont déjà quelques problèmes avec le début d'immigration qu'ils ont, et ils disent non. Donc voilà, c'est un soutien massif. Ils préfèrent les robots aux migrants. Et les autres solutions, et vivre avec les personnes de sa famille, les personnes âgées. Il y a plein d'autres solutions que la solution des immigrationnistes qui vous disent il faut faire venir des peuples entiers sur votre sol et ça réglera tout, alors qu'en fait, ça ne réglera rien et ça apportera d'autres problèmes. Donc ça, c'était votre coup de cœur, et votre coup de gueule, c'est quoi? Mon coup de gueule, c'est contre cette extrême gauche qui s'est mobilisée notamment donc, pour le 10 septembre, qui évidemment s'accapare un mouvement, la colère, la juste colère des Français. Et j'ai envie de dire qu'il ne vit pas dans la même démocratie que nous. Je m'explique. Normalement, dans notre système actuel, on considère que on doit choisir ensemble, selon les règles de la majorité, sans violence, avec les élections. Et on doit malheureusement cohabiter avec une extrême minorité qui utilise systématiquement la violence pour attaquer les policiers, pour attaquer des manifestantes qui ne sont pas d'accord avec eux, comme Anaïs de Némésis, pour attaquer simplement des Français qui portent un drapeau français dans la rue. Et tant que l'État est incapable, c'est pour ça que j'ai un coup de gueule contre l'extrême gauche et contre l'inefficacité de l'État, tant que l'État n'empêche pas cette violence, c'est-à-dire poursuite, peine qui condamne ces personnes, qui les mettent hors d'état de nuire et qui dissuade d'autres personnes d'agir de la même manière, eh bien nous vivons dans une situation qui est complètement folle, où en fait les honnêtes citoyens ont envie de vivre en paix, sans agression, de choisir majoritairement, et à côté on a cette mobilisation insupportable de violence d'extrême gauche qui n'est jamais punie, et c'est insupportable pour les Français. Merci beaucoup. Alors, monsieur Richard Mose, Éric, de votre prénom. J'ai un coup de cœur pour l'œuvre de Philippe de Villiers. J'ai eu la chance de le rencontrer au Puy du Fou cet été. C'est la première fois que j'y allais. Parc sublime d'ailleurs que je conseille à tout le monde. Énorme succès commercial. Énorme succès, passé longtemps sous les radars et vraiment à voir. Et Philippe de Villiers a fait une sortie récente dans laquelle il appelle à sortir de la broyeuse européenne, à sortir de l'Union européenne. Il a un engagement... Pour vous, c'est une évolution dans son discours. Il a toujours été souverainiste. On connaît son parcours souverainiste sans accroc et avec un très bon combat. Mais là, vraiment, il assume le fait qu'il faut sortir de l'Union européenne, puisqu'on parle de droite, de gauche, on parle de pauvreté, d'immigration, etc. Tant qu'on ne sortira pas de l'Union européenne, on ne pourra rien faire. Et d'avoir une figure comme Philippe de Villiers qui sort du bois pour être aussi clair là-dessus, en disant qu'il est peut-être
en avance de quelques semaines ou de quelques mois ou de quelques années, et ben ça c'est quelque chose à saluer, donc c'est mon coup de cœur. Très bien. Coup de gueule. Mon coup de gueule, c'est contre les oppositions, et en particulier aux députés au Rassemblement national. J'ai envie de leur dire, votre électorat, très 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 majoritairement, près de 90% des sympathisants RN sont pour le départ de Macron, sont pour la dissolution, sont pour la destitution. Il faut qu'ils signent ce qui permet la destitution d'Emmanuel Macron. Vous parlez de pétition ou vous parlez de quoi? Parce que signer... la procédure parlementaire permettant de faire partir Macron. Les gens qui ont voté... Cette procédure, c'est quoi? C'est une destitution. D'une destitution, absolument. Okay. Qui demande des majorités, des super majorités et des raisons. Aux dernières législatives, l'un des gros arguments du Rassemblement national pour faire élire beaucoup de députés, c'était voter pour nous, pour dire non à Macron, pour envoyer valdinguer Macron. Vous avez été élu pour ça, prenez vos responsabilités et permettez la destitution d'Emmanuel Macron. D'accord. Ok. Votre chute est étonnante. Les partis, les uns les autres, on peut être d'accord ou pas d'accord sur certains points, mais sur le fait de faire partir Emmanuel Macron, c'est quelque chose... Il ne faut pas avoir de pudeur de gazelle, comme dirait l'autre. Il faut vraiment y aller. Il y a une majorité populaire sur ça. Il n'y a pas de raison de ne pas y aller. D'accord. J'ai le droit d'intervenir ou pas? Vous avez le droit. Il nous reste 10 secondes du temps. C'est gentil. Voilà. La destitution de l'article 68 de la Constitution, ce n'est pas le troisième tour de l'élection présidentielle. Je suis désolé, il ne fallait pas voter pour lui, c'est tout. Il existe cet article. Alors, il demande des manquements aux obligations du président qui sont manifestement incompatibles avec la situation actuelle, tout simplement. L'exécution de son mandat. Oui, non, mais ça c'est l'élection. Il ne fallait pas voter pour lui, c'est tout. La destitution article 68, ça demande un type qui tombe du train en pyjama, quoi. C'est un truc de genre, comme des Chanel. Oui, c'est quelque chose de genre. C'est-à-dire un manquement à ses obligations qui sont manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Il nous a appauvri, il nous a mis 1000 euros de dette, 1 million de pounds. Il ne fallait pas voter pour lui. Allez, très bien, merci. Mais c'était intéressant ce dialogue pour juste rappeler la légalité, la Constitution, et les difficultés ou les protections qu'elle nous donne. Allez, vous commencez, Patrick, vous commencez Coup de gueule, Franck. Vous gueulez contre quoi? Coup de gueule contre Macron, bien sûr. Coup de gueule concernant la guerre... Vous partirez pas en vacances ensemble. Non, concernant la guerre en Ukraine. Je ne parle pas de celle qui a lieu actuellement, je parle de celle de demain. Pourquoi? Parce qu'on a envisagé plusieurs possibilités pour la sortie de crise de Macron, la dissolution, la démission, je ne sais pas quoi d'autre. L'autre possibilité à laquelle on ne pense pas, c'est l'intervention militaire, une guerre, en Ukraine, de l'armée française. Et moi, j'ai envie de dire une chose à Macron, s'il nous regarde, ou s'il y a des électeurs de Macron qui nous regardent, on peut rêver, il y en a peut-être, c'est Emmanuel Macron, on ne joue pas avec la vie de nos soldats. La vie de nos soldats, c'est sacré. On ne joue pas avec la vie de nos soldats. On n'envoie pas nos soldats en Ukraine pour sortir d'une crise en France. Ça, c'est mon coup de gueule. Le projet n'est pas d'aller faire la guerre contre la Russie en Ukraine. Le projet est de constituer un ensemble de forces européennes ou extra-européennes pour intervenir. Non, Franck. C'est quoi la guerre en Ukraine? Vous pensez c'est quoi la guerre en Ukraine? à ça, en fait. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine, c'est une guerre que font les Américains aux Russes en utilisant des soldats ukrainiens. Les soldats ukrainiens, l'Ukraine est exsangue. Les soldats ukrainiens sont, pour des tas de raisons, je connais un petit peu. L'Ukraine est un pays formidable. Les soldats ukrainiens sont des gens très courageux. Les soldats russes en face, c'est les mêmes. J'ai un copain russe qui m'a dit « Mais Patrick, mais c'est les mêmes. Les Ukrainiens, les Russes, c'est les mêmes. C'est des pagailleurs. » Vous parlez de l'absurdité du conflit, du coup. Oui, mais je parle de la valeur militaire des soldats ukrainiens et des soldats russes. Il m'a dit « Mais Patrick, mais c'est les mêmes. Les Russes et les Ukrainiens, c'est des pagailleurs, c'est des bordéliques. Donc vous pensez... Mais ce sont des gens courageux qui sont capables de mourir pour leur drapeau. Et ça, c'est quelque chose, il faut leur rendre hommage aux uns et aux autres. Vous opposez, votre coup de gueule, c'est... éventuellement la participation, avant de parler de guerre, la participation de la France à une force conjointe. On ne joue pas avec la vie de nos soldats. On ne règle pas le problème français avec une guerre à l'étranger pour régler les problèmes internes français. Ça, c'était votre coup de gueule.
Ça, c'est mon coup Et vous de avez gueule. un coup de cœur sur quoi? Caressez-nous. Alors, Faites-nous découvrir quelque chose que vous voulez que je aimez. vous fasse découvrir quelque chose? Oui. Ah, vous allez être surpris. Allez-y. Mon coup de cœur, c'est le drapeau français. Voilà. C'est-à-dire que ça a commencé en Angleterre. On en a parlé tout à l'heure. Les Anglais sont mis à sortir des drapeaux anglais, les Gallois, les Écossais, tout ce qu'on voudra. Et les Français font pareil. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on a le droit de sortir un drapeau français uniquement quand on est dans un stade de foot, un stade de rugby. On a le droit de dire aller la France et de brandir un drapeau français. Et moi, en fait, je voudrais déjà parler et rendre hommage à un député français. Bon, il est du Rassemblement national. C'est Mathias Renaud. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait, même pas moi. Il a sorti un drapeau français à la fenêtre de son bureau à l'Assemblée nationale, le Mathias Renaud. Et il s'est fait un petit peu remonter les bretelles par le service de sécurité de l'Assemblée nationale qui a dit non, monsieur, attendez, mais non, on ne fait pas ça, etc. Autrement dit. Paradoxe, alors que le drapeau français flotte partout dans les bâtiments. Oui, avec d'autres drapeaux. Mais paradoxe, effectivement, c'est-à-dire qu'un député français sort un drapeau français à la tribune de l'Assemblée nationale française. Et vous avez un service de sécurité qui vient le voir et qui lui dit non, monsieur, attention, on ne fait pas ça. Alors, Franck Tanguy, moi, je vais vous surprendre parce Allez-y, surprenez-moi, j'adore. Je suis venu. Avec votre drapeau à vous. Mon petit drapeau français à moi. Okay, voilà. J'espère que le service de sécurité de TV Liberté ne va pas venir me dire. Il y a peu de chance. Mais attendez, il ne faut pas sortir le drapeau. Qu'est-ce que ça veut dire, etc. Non, moi je suis français. Je suis fier de mon drapeau et je soutiens les gens qui sont fiers de leur drapeau et qui sortent un drapeau français. Alors ce drapeau français, pour la petite histoire, il est à la fenêtre de ma cuisine chez moi et ma femme m'a dit tu me le ramènes parce qu'il faut que je le remette. Ok, d'accord. Donc on va remettre le drapeau à notre fenêtre chez nous et j'invite tous les gens qui nous regardent. S'ils peuvent, bien sûr, à être fiers de leur drapeau, à le sortir, à le mettre à leur fenêtre et à être fiers de ce qu'ils sont, parce que c'est notre identité, c'est ce qui nous rassemble. Et rassemblons-nous autour de notre drapeau. Voilà, merci, c'est mon coup de cœur. Merci beaucoup et j'invite ceux qui ont besoin de creuser la question à voir ce qu'il y a comme symbolique dans les couleurs de ce drapeau, la difficulté que ça a été de le mettre au point et la force qu'il y a, qui est une force en fait de l'union de gens et de valeurs différentes qui se trouvent synthétisées en un drapeau. Et vive la France. Et vive la France. Vive la France. Absolument. Messieurs, ce fut un plaisir de partager cette émission avec vous. J'espère vous revoir. Dans tous les cas, dans 15 jours, on s'y remet. À très vite. Au revoir.